Vous êtes réveillé, Watson? Oui, je viens de me lever. Entrez, Holmes, entrez. Bonjour. Préparez votre valise, vous partez pour Lausanne. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Passez votre robe de chambre, je vous expliquerai ça en déjeunant. Ce que j'aime avec vous, c'est que la vie est pleine d'imprévus. Allez, venez vite. Voyez, j'ai fait moi-même les toasts, et la bouilloire chante déjà vos louanges. Les louanges? Ah oui? Tiens, écoutez-la. Non, trêve de plaisanterie, Holmes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Asseyez-vous. Eh bien, je voudrais que vous alliez à Lausanne faire une enquête à ma place. Moi? Vous plaisantez? Pas le moins du monde, non? Vous savez que je ne peux pas quitter Londres en ce moment, puisque je suis à 2 doigts de découvrir l'assassin du vieil Abrams. Oui. Or, hier, on m'a saisi d'une affaire des plus mystérieuses, pour laquelle j'aimerais que vous me donniez un coup de main. Oh, je ne saurais jamais. Laissez la fausse modestie aux incapables et écoutez-moi. Bon, de quoi s'agit-il? D'une jeune fille de 35 ans. Oh là, des genoux cagneux et de la moustache, naturellement. Tenez, regardez sa photographie, vous n'en reviendrez pas. Ah, adorable. Mais ce cliché a été pris il y a plus de 15 ans. Non, l'année dernière. Eh ben, si les retoucheurs se mettent aussi à faire mentir les femmes. J'ai examiné cette épreuve à la loupe, elle n'a subi aucune retouche. Bravo. Et qui est cette demoiselle? Lady Frances Carfax, un des plus grands noms d'Angleterre. Elle possède une jolie fortune et entre autres de très beaux bijoux anciens, dus à un orfèvre espagnol qui a taillé les diamants d'une façon très particulière. Elle y tient beaucoup et les emporte toujours avec elle dans ses randonnées à travers le monde. Encore un peu de thé? Non, merci. Elle voyage beaucoup? Presque toute l'année. Et qu'est-il arrivé à cette ravissante créature? Elle a disparu. Ah. C'est sa famille qui vous a alerté? Non, elle n'a plus personne au monde. La seule affection qui lui reste est la vieille gouvernante qui l'a élevée, une certaine Miss Dobney, qui est venue me voir hier après-midi. D'habitude, Lady Frances lui envoie une lettre tous les 15 jours. Or, depuis 8 semaines, pas un mot. Sa dernière enveloppe est au chiffre de l'Hôtel National à Lausanne. La gouvernante a écrit là-bas, et on lui a répondu que la cliente était partie sans laisser d'adresse. Oui. Et cette Miss Dobney est l'unique source de renseignements possible? Non, il y a aussi la banque de Lady Frances, la Sylvesters. Je suis allé examiner son compte. L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré est assez important. Il a certainement servi à régler sa note d'hôtel et elle a dû garder le reste en argent liquide. Et le dernier chèque? Il a été payé par l'intermédiaire du Crédit Lyonnais de Montpellier à une certaine Marie de la Vigne pour un montant de 50 livres. De la Vigne? Qui est cette personne? Sa femme de chambre, une Française. Pourquoi cette fille a-t-elle reçu de sa maîtresse un chèque aussi important? C'est vous, Watson, qui me le direz. Moi? Oui. Vous connaissez les méthodes de travail, puisque vous les racontez à qui veut bien les entendre. Si vous acceptez de partir à ma place, je suis sûr, mon cher Watson, que vous ferez merveille. Vous interrogerez les uns et les autres, et vous découvrirez certainement une filière qui nous permettra de savoir ce qu'il est advenu de la belle Lady Frances. Et voilà. Voilà comment a commencé un matin de 1891 cette étrange aventure. Mais d'abord, mes chers amis, je m'aperçois que je ne vous ai pas encore dit bonsoir. Bonsoir à tous. Et maintenant, avouez que la proposition de mon ami Sherlock Holmes avait de quoi me tenter. Mes malades étaient, si j'ose dire, en parfaite santé. Le printemps s'avérait particulièrement maussade. Et, mon Dieu, la perspective de poser mes yeux sur les prés fleuris qui bordent le lac Léman m'avait décidé. Et l'après-midi même, je partais pour le continent. Je présentai une lettre de Sherlock Holmes à la police de Lausanne qui me remit aussitôt une carte m'accréditant auprès de toute personne qu'il me semblerait utile d'interroger. Puis je me rendis à l'Hôtel National. Et là, le patron me conseilla de voir la surveillante de l'étage où Lady Frances avait occupé un appartement. Lady Frances? Oh oui, monsieur.
C'était une bien belle femme. Et toujours d'une si grande gentillesse avec le personnel. Elle est venue ici avec sa femme de chambre, je crois. Oui, monsieur. Une Française qui lui était bien dévouée. Mais entrez donc par ici, voulez-vous? Avez-vous une idée du pays où elles sont allées en quittant Lausanne? Non, monsieur. Mais à la réception, on ne vous a pas dit où elle a fait suivre son courrier? Non, elle n'a laissé aucune adresse. Lady Frances avait-elle lié connaissance avec des clients de l'hôtel? Non. Elle saluait aimablement les uns et les autres, mais je ne l'ai jamais vue parler à qui que ce soit. Et dans son comportement, rien ne vous a semblé anormal? Oh non. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'un jour, Marie m'a confié que sa maîtresse était de plus en plus nerveuse et qu'elle s'en souciait beaucoup. À quoi attribue-t-elle cette nervosité? Lady Frances recevait tous les jours une lettre mystérieuse qu'elle déchirait très vite en petits morceaux. Et elle n'a jamais reçu de visite? C'est-à-dire, un après-midi, je lui ai apporté la carte d'un individu qui désirait la voir. Quand elle a lu le nom, elle n'a pu retenir un mouvement d'irritation. Elle est tombée sur une chaise, presque défaillante, et m'a fait répondre tout de suite qu'elle n'était pas là. Vous rappelez-vous le nom qui était écrit sur cette carte? Oh, monsieur, je ne me serais pas permis de regarder. Cette discrétion vous honore, mais je la regrette. Cet homme est-il revenu? Oui. Ce n'est que la 3e fois que Lady Frances l'a reçu. Où ça? Dans son petit salon particulier. Il y a eu des éclats de voix, mais comme nous n'avons pas l'habitude d'écouter aux portes... Oui, bien sûr. Et sitôt que cet homme a été parti, Lady Frances a demandé qu'on lui prépare sa note. Et le soir même, elle n'était plus là. Ce visiteur, quel genre d'homme était-ce? Un Anglais qui avait l'air, excusez-moi, d'une vraie brute. Taillé en colosse, la peau très bronzée, la barbe noire et un air pas commode. Bien habillé? Non, assez grossièrement. Je comprends que Lady Frances ait eu peur. Marie, vous a-t-elle dit quelque chose au sujet de cet homme? Non, monsieur. D'ailleurs, ça ne me regardait pas. Je vous remercie. Ainsi, je venais d'apprendre des détails assez intéressants, mais rien qui pût m'indiquer la direction prise par les deux femmes. C'est alors que j'eus une idée. Je me rendis à l'agence Cook. Et là, j'eus de la chance. Le directeur me dit s'être effectivement occupé du départ de Lady Frances. Elle était allée habiter l'hôtel anglais, l'English Hof, à Baden, en Allemagne. Il y a, vous le voyez, un bon Dieu pour les médecins détectives. Je file à Baden, et là, accrédité également par la police allemande sur la recommandation de Sherlock Holmes, j'interroge le directeur de l'English Hof, qui m'apprend des choses beaucoup plus intéressantes encore. Oui, docteur. Lady Carfax est restée ici pendant plus d'1 mois. Savez-vous où elle est allée? Elle est rentrée en Angleterre avec le révérend Schlesinger et sa femme. Qui sont ces personnes? Un ménage de missionnaires, revenu récemment d'Amérique du Sud. Et si j'ai bien compris, Lady Frances, comme beaucoup de femmes seules, a trouvé dans la religion une sorte de remède à sa solitude. Le révérend est un saint homme. Il relève d'une maladie contractée là-bas, dans l'exercice de son ministère. Et sa femme le soigne avec une attention bien touchante. Ils sont devenus très amis avec Lady Frances. Ils passaient ensemble des journées entières dans la véranda. Lui, étendu sur une chaise longue, a dressé une carte des lieux saints à l'époque des Médianites. Il racontait sur ce peuple des choses passionnantes. Oui. Et puis? Et puis, quand il a été rétabli, ils sont partis tous les 3 pour Londres. Mais la femme de chambre, Marie, ne les accompagnait pas? Ah non, non, d'après ce que j'ai appris, elle a eu une vive discussion avec sa maîtresse. Et d'un commun accord, elles se sont séparées. Cette Marie est une Française. Elle est retournée dans son pays, à Montpellier. Oui. Naturellement, elle ne vous a pas laissé son adresse. À moi, non. Mais à l'une de nos femmes de chambre avec laquelle elle sympathisait. Attendez, je dois la voir encore, cette adresse. Je l'ai donnée il y a 8 jours à un monsieur. Quel monsieur? Un grand individu qui voulait absolument retrouver Lady Frances. Une espèce de colosse, à peau brune et barbe noire. Oui, oui, exactement. Ah, tenez, la voici. Marie Delavigne, 11 rue des Trajans, à Montpellier, France. Le mystère, vous le voyez, commençait à sortir du brouillard. Ainsi, Lady Frances était poursuivie par un individu assez inquiétant, et visiblement elle le fuyait. Mais l'homme avait de la suite dans les idées, et tôt ou tard, il la rattraperait.
Peut-être y avait-il déjà réussi, à moins que les braves gens qui l'accompagnaient aient pu la protéger contre les violences de cette brute. J'envoyai tout de suite à Sherlock Holmes un câble lui expliquant le résultat de mes enquêtes et l'informant de mon départ immédiat pour Montpellier. Et le surlendemain, quand j'arrivai à l'hôtel Trajan, dont je lui avais donné l'adresse, je trouvai une dépêche signée de lui portant ces mots surprenants. « Télégraphiez-moi la description de l'oreille gauche du pasteur Schlesinger. » Je savais que Sherlock Holmes n'était pas dépourvu d'humour, mais je trouvais cette plaisanterie assez déplacée. Je fourrai le télégramme dans ma poche et je me rendis tout de suite au numéro 11 de la rue de Trajan. C'était tout à côté de mon hôtel. Marie de Lavigne habitait le rez-de-chaussée d'une maison modeste et, quand je lui eus expliqué le but de ma visite, elle ne fit aucune difficulté pour me donner tous les renseignements possibles. Lady Frances était d'une très grande bonté. Je vous jure que j'ai eu beaucoup de chagrin de la quitter. Pensez que j'étais à son service depuis plus de 10 ans. Mais pourquoi vous êtes-vous séparés? Oh, pour une bêtise, comme toujours. Depuis quelque temps, elle était très nerveuse. Et d'un seul coup, à Baden, elle s'est prise d'amitié pour le pasteur Schlesinger et sa femme, mais d'une amitié telle qu'elle ne remuait plus le petit doigt sans leur demander leur avis. J'ai cru pouvoir le lui faire remarquer, j'avais mon franc-parler avec elle. Mais ça ne lui a pas plu. Alors d'un mot en est venu un autre, et sous l'influence de Madame Schlesinger, ça j'en suis sûre, elle m'a dit qu'il valait mieux que je la quitte. Et moi, bêtement, au lieu d'essayer d'arranger les choses, je lui ai répondu « Entendu, je m'en vais tout de suite ». Alors elle m'a donné un chèque de 50 livres comme dot pour le jour où je me marierai, et je suis partie. Voilà. Et d'après vous, d'où venait sa nervosité? Eh bien, elle était poursuivie par une espèce de brute qui lui faisait peur. Elle ne m'a jamais parlé de lui. Mais je suis sûre que si elle s'est accrochée au pasteur Schlesinger et à sa femme, c'est dans l'espoir d'être protégée. Oh, docteur. Quoi donc? Regardez. Là, dans la rue. C'est lui. Qui, lui? Mais l'homme. L'homme à la barbe noire qui poursuit Lady Frances. Oh, regardez. Il inspecte les maisons. C'est sûrement la mienne qu'il cherche. Eh bien, nous allons en finir. Et tout de suite. Alors, d'un bond, obéissant à je ne sais quelle impulsion stupide, je sortis de la maison et j'abordai l'homme qui correspondait exactement au signalement qu'on m'en avait donné. Qu'est-ce que vous cherchez? Ça vous regarde? Qui êtes-vous? Dites donc, vous n'allez pas me laisser tranquille? Non, tant que vous ne m'aurez pas dit ce que vous voulez à Lady Frances Carfax. Quoi? Parlez tout de suite ou je vous fais arrêter. Et moi, je vais vous casser la figure. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, allez chercher la police. La police? Et ça? Tiens! Oula! Tiens! Allons! Messieurs! Messieurs, je vous en prie! Alors, Monsieur Green, ne faites pas de mal au docteur Watson. C'est mon meilleur ami. Ah, Sherlock Holmes. Ces tricks n'a aucun sens, messieurs. Monsieur Green, serrez la main à mon associé, le docteur Watson, et remerciez-le d'être comme vous et moi à la recherche de Lady Frances. Mais qui êtes-vous? Et comment connaissez-vous mon nom? Je suis détective. Et sur des renseignements que m'a fourni Watson, j'ai parlé de vous hier matin avec Miss Dobney. Elle m'a dit qui vous étiez. Miss Dobney? La vieille gouvernante de Frances? Oui. Mais nous ferions mieux de ne pas rester ici au milieu de tout ce monde. Je suis descendu à l'hôtel Trajan, venez dans ma chambre, nous serons mieux pour causer. Volontiers. Là, Sherlock Holmes m'expliqua qu'il avait arrêté l'assassin du vieil Abrahams et que, se trouvant libre, il avait aussitôt sauté dans le bateau, puis dans le train, qu'il avait amené à Montpellier vers midi. Bien entendu, avant de quitter Londres, je suis passé au domicile de Lady Frances. Personne, tout était fermé. En fait, Monsieur Green, pourquoi tenez-vous tant à la retrouver? Et vous, pourquoi la recherchez-vous? Parce que subitement, elle a cessé de donner de ses nouvelles et que Miss Dobney est légitimement inquiète. Watson a conclu qu'elle vous fuyait, ce qui est certainement exact. Mais quand j'ai parlé de vous à la vieille gouvernante, elle m'a assuré que vous étiez incapable de lui faire du mal. Alors pourquoi cherche-t-elle à vous échapper? Oh, je peux bien vous le dire. Depuis notre adolescence, Monsieur Holmes, Frances et moi, nous nous aimons. Seulement quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait des bêtises. Et Frances, qui est la pureté même, n'a plus jamais voulu me revoir. Alors je suis parti pour l'Afrique du Sud. Là, j'ai mené la vie d'un vrai sauvage et j'y ai fait fortune. Bien assagi, je vous prie de le croire, je suis revenu en Europe il y a un peu plus d'1 mois. Et j'ai appris que Frances ne m'avait jamais oublié, refusant les plus beaux partis.
Quand j'ai su qu'elle était à Lausanne, j'ai essayé de la voir. Et dès le matin de mon arrivée, en sortant de son hôtel, elle m'a aperçu. Alors elle est rentrée précipitamment. Je lui ai écrit tous les jours pour la supplier de me recevoir. Pas de réponse. J'ai enfin réussi à forcer sa porte, et ce jour-là, elle m'a demandé de renoncer à elle. Peut-être était-elle effrayée de mon air farouche et de mon aspect extérieur un peu rude. Mais grâce à elle, j'aurais changé si vite. Toujours est-il que, luttant contre son amour, elle m'a fui. J'ai mis beaucoup de temps à retrouver sa trace et je suis arrivé trop tard à Baden. On m'a donné l'adresse de la femme de chambre à Montpellier et je suis venu ici dans l'espoir de tirer d'elle des renseignements susceptibles d'aider mes recherches. Voilà. Je vous remercie de votre confiance, Monsieur Green. Je vais interroger la femme de chambre, mais je crains qu'elle n'ait plus grand-chose à nous apprendre. Effectivement, elle ne put que répéter à Sherlock Holmes ce qu'elle m'avait déjà dit. Et mon ami et moi, nous rentrâmes à Londres, accompagnés de Philip Green, qui, en fin de compte, était un charmant garçon. Un télégramme nous attendait à Baker Street. Lisez, Watson. Dentelé ou déchiqueté? Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'oreille gauche du révérend Schlesinger est dentelée ou déchiquetée. Étant déjà arrivé à Montpellier, vous ne pouviez vous mettre en mesure de répondre à ma question. Quoi, c'était sérieux? En auriez-vous douté, par hasard? Non, bien sûr, mais... C'était même tellement sérieux que j'ai posé la question au directeur de l'Englischer Hof, à Baden. Et voici sa réponse. Quelle conclusion en tirez-vous? Que nous avons affaire, mon cher, à un gaillard particulièrement dangereux. Le révérend Schlesinger, clergyman missionnaire en Amérique du Sud, n'est autre que Henry Peters, l'un des plus grands bandits d'Australie. Pas possible. Eh oui. Sa spécialité est de séduire les femmes seules en faisant vibrer en elles la corde religieuse. Et sa soi-disant épouse, une Anglaise du nom de Fraser, est sa digne complice. La tactique employée avec Lady Frances m'a fait penser immédiatement à ce couple déjà célèbre. Le télégramme que nous venons de recevoir confirme que mes pressentiments étaient justes. Henry Peters a eu en effet l'oreille gauche mordue au cours d'une bagarre dans un bouge d'Adélaïde en 89. Mais qu'ont-ils pu faire de Lady Frances? Je crains le pire. C'est-à-dire? Ces gens-là ne reculent devant rien, Watson. S'ils n'ont pas encore tué Lady Frances, ils la tiennent si bien enfermée qu'il lui est impossible d'écrire à Miss Dobney ou à qui que ce soit. Malheureusement, il faut reconnaître que Londres est la ville idéale pour supprimer quelqu'un de la circulation. C'est épouvantable. Tous mes instincts me disent que, morte ou vivante, Lady Frances est dans Londres. Mais comme pour le moment nous ne savons pas où, le meilleur est de prendre une bonne tasse de thé, puis j'irai toucher 2 mots de cette affaire à notre ami Lestrade, à Scotland Yard. Hélas, ni la police officielle, ni la petite organisation personnelle mise sur pied par Sherlock Holmes ne réussirent à percer le mystère. On mit dans les journaux des annonces pièges, rien. Tous les repères de criminels qui auraient pu fréquenter le faux clergyman furent surveillés, rien. Ses anciens complices furent filés, aucun ne se risqua à aller le trouver dans son repère. Puis, brusquement, après 8 jours d'échec, jaillit une lueur. Sherlock Holmes alerta aussitôt Philip Green, qui vint aux nouvelles. Frances s'est retrouvée, Monsieur Holmes. Hélas, mon pauvre ami, pas encore. Mais nous avons enfin un renseignement précieux. Dites vite. Un pendentif en argent et brillant d'un très vieux style espagnol a été vendu par un particulier au joaillier Bevington, dans Westminster Road. Ce pendentif correspond exactement à la description qu'on a faite de Miss Dobney, et le gentleman qui l'a proposé était grand, rasé, le visage adipeux, avec des manières d'ecclésiastique, ce qui rappelle assez bien notre bandit. Bien entendu, il était en civil, et le nom et l'adresse qu'il a donné étaient faux, j'ai vérifié. A-t-on remarqué son oreille? Non. Mais s'il a commencé à vendre les bijoux, il reviendra sûrement dans la même maison, d'autant plus qu'on lui en a offert un bon prix. Pensez-vous qu'ils aient fait du mal à Frances? En supposant qu'il l'ait tenue prisonnière jusqu'ici, il est évident qu'ils ne peuvent pas la relâcher, ce serait leur perte. Ah, mon pauvre ami, nous devons nous attendre au pire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ces bandits ne vous ont jamais vu, n'est-ce pas? Non. Non, je suis arrivé à Baden après leur départ. Bien. Pour plus de sûreté, vous allez vous raser complètement. Je vais vous donner un mot pour Bevington.
Ils vous autoriseront à rester dans leur magasin. Si l'homme revient, vous le suivrez jusqu'à son domicile. Mais attention, soyez habiles et surtout pas de violence. Ne faites rien sans me consulter. Je vous en donne ma parole. Pendant 2 jours, Philip Green, qui j'ai omis de vous le dire, était le fils de l'amiral Green, qui commandait notre flotte pendant la guerre de Crimée. Pendant 2 jours, donc, Philip Green ne nous apporta aucune nouvelle. Mais le soir du 3e jour, il se précipita dans notre salon, pâle et tremblant. Monsieur Holmes, c'est sa femme cette fois qui est venue. J'ai très bien reconnu le collier qu'elle a vendu à M. Bevington. La mère de Frances le portait autrefois. Physiquement, comment est cette femme? Grande, un peu rousse, avec des yeux de furet. Oui. Pas d'erreur, c'est la complice de Schlesinger. Quand elle a quitté le magasin, je l'ai suivie. D'autant plus facilement qu'elle ne m'avait pas vu chez le joaillier. Et où est-elle allée? Dans un autre magasin, Monsieur Holmes. Un magasin de pompes funèbres. Et alors? Je suis entré derrière elle sous le prétexte de demander des prix. Et je l'ai entendu dire à l'employé... Vous êtes très en retard. Excusez-nous, madame, vous allez être livrée d'un moment à l'autre. Mais étant donné qu'il s'agissait d'un modèle spécial, cela nous a demandé un peu plus de temps. J'ai réclamé un tarif, je suis sorti et j'ai attendu sous un porche. Quelques instants plus tard, la femme appelait une voiture. J'ai eu assez de chance pour trouver un cab et je l'ai suivie. Où est-elle descendue? 36 Poltner Square. Notez ça, Watson. Oui. C'est une maison particulière. Une fois la femme entrée, j'ai abandonné mon cab pour observer la façade. Les fenêtres n'étaient pas éclairées, sauf une. Au rez-de-chaussée. Le store étant baissé, je n'ai rien pu voir. J'étais là, me demandant ce que j'allais faire, quand un fourgon s'est arrêté. 2 hommes en sont descendus et en ont tiré un cercueil. Un cercueil? À un moment, j'ai été sur le point de me ruer dans la maison, car la porte était grande ouverte pour laisser passer les 2 hommes. C'est la femme qui était venue ouvrir. Mais comme j'étais en train de regarder, je l'ai vue tressaillir et elle a refermé brusquement la porte. Bravo, Monsieur Green, vous avez fait là de l'excellent travail. Maintenant, nous ne pouvons rien entreprendre qui ne soit légal. Il nous faut un mandat officiel. Courez à Scotland Yard et voyez Lestrade, il fera le nécessaire. Mais dans l'intervalle, ils peuvent la tuer. Que signifie cette bière? Et pour qui a-t-elle été apportée sinon pour elle? Vous savez bien, Monsieur Green, que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Croyez-moi, le plus urgent est d'avoir ce mandat de perquisition. Allez vite. Bon, comptez sur moi. Quant à vous, Watson, il n'y a pas un instant à perdre. Filons à Poltner Square. La situation me paraît si désespérée qu'elle justifie une action immédiate, même si elle n'est pas régulière. Vous avez raison, je prends mon revolver. En chemin, Sherlock Holmes essaya de reconstruire l'enchaînement des faits. Voyez-vous, Watson, à Baden, ces bandits ont réussi à enjôler cette malheureuse. Ils l'ont poussée à se défaire de sa femme de chambre, et une fois bien seule, ils l'ont emmenée à Londres. Là, ils l'enferment et se mettent à vendre ses bijoux. S'il la relâche, elle les dénoncera. Donc l'objectif est simple, se faire léguer le maximum de sa fortune. Elle n'a plus de famille, personne ne se plaindra. Et pour l'y amener, Dieu sait quels moyens ils auront employés. Et comme on ne garde pas indéfiniment une prisonnière, on la tue. Oui, pour moi, la pauvre fille est déjà morte. Mais, voyez-vous, cette histoire de pompe funèbre a un aspect officiel qui m'intrigue. Oui, moi aussi, oui. S'ils l'avaient vulgairement assassiné, ils l'auraient enterré eux-mêmes, Dieu sait où. Tandis que pour l'obtention d'un cercueil, il faut un certificat médical et des papiers en règle. Bon, ils ont pu la faire mourir d'une manière qui a trompé le médecin. C'est possible, oui. Tenez, voici le magasin des pompes funèbres. Watson, vous allez demander à quelle heure a lieu demain l'enterrement de Poltner Square. D'accord. On me répondit que la cérémonie avait lieu le lendemain à 8 heures. Vous voyez aucun mystère. Ils se sont arrangés pour respecter les formes légales. Maintenant, je ne vois rien d'autre à faire qu'une attaque de front. J'ai ma canne plombée et vous, votre revolver. Allons-y, Watson. Il n'y a plus qu'à traverser la rue et sonner. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais parler au révérend Schlesinger. Il n'y a personne ici de ce nom-là. Pardon, madame, ne fermez pas cette porte si vite.
Je veux parler au gentleman qui habite ici, quel que soit le nom qu'il s'est donné. Bon, entrez. Mon mari n'a peur de personne. Qu'y a-t-il, Annie? Ces messieurs demandent le révérend Schlesinger. Ah, ben c'est pas ici, messieurs, non. Non, voyez un peu plus bas dans la rue. Ça suffit, nous n'avons pas de temps à perdre. Vous êtes Henry Peters, d'Adélaïde, et je veux savoir ce que vous avez fait de Lady Frances Carfax. Ah, ça, je ne sais pas de qui vous voulez parler. Votre revolver, Watson. Oui. Nous allons fouiller la maison. C'est ce qu'on va voir. Ça, je vous le jure. Aussi vrai que je m'appelle Sherlock Holmes. Tiens, Sherlock Holmes. Oh, beaucoup entendu parler de vous, enchanté. Vous avez un mandat? Non, et je m'en passerai. Watson, donnez-moi votre revolver. Mais dis donc, mais des cambrioleurs ne feraient pas mieux? Annie, va chercher un policeman. Oui, tout de suite. Et maintenant, où est le cercueil qui a été apporté ce soir? Mais que lui voulez-vous à ce cercueil? Il est occupé. Il y a un cadavre dedans. Montrez-moi ce cadavre. Je veux le voir. De quel droit? Du droit du plus fort. Laissez passer ou je vous tire dedans. Je ne passerai pas. Occupez-vous de lui, Watson. Mais... En un éclair, je fis basculer l'homme qui se retrouva par terre. Pendant ce temps, Sherlock Holmes poussait une porte et entrait dans une salle à manger. Sur la table, sous une lampe, le cercueil était là. Holmes tourna le gaz pour donner plus de lumière, et je m'approchai, abandonnant le bandit qui se relevait lentement. Heureusement, le couvercle n'est pas vissé. Soulevons-le. Aïe. Allons-y. Attendez, je vais vous aider. Voilà. Oh, Watson. Au fond de la bière était étendu le cadavre d'une très vieille femme. Petite, ratatinée. Aucune cruauté, aucune privation n'aurait transformé la belle Lady Frances en une aussi misérable épave. Dieu merci, c'est quelqu'un d'autre. Ah, vous vous êtes bien fourvoyé, monsieur Holmes. Mais une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Qui est cette morte? La vieille nourrice de ma femme, si vous voulez le savoir. Elle était à l'hospice de Brixton, et nous l'avons amenée ici pour qu'elle vive ses dernières heures auprès de nous dans une atmosphère de tendresse. C'est un sentiment chrétien que vous comprendrez peut-être, monsieur Holmes. La suite? 3 jours plus tard, elle mourait, 91 ans. Et le décès a été constaté par, notez bien le nom et l'adresse, le docteur Orsom, 13 Fairbank Villas. Nous avons commandé l'enterrement chez Stimson et compagnie, Kennington Road. La cérémonie aura lieu demain à 8 heures. Avouez que vous avez commis une bêtise énorme, monsieur Holmes. Ce n'est pas dit. Je vais fouiller votre maison. Non. Non, parce que voici les policemen. Et moi, je vais vous faire coffrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur Holmes, bonsoir. Vous connaissez le docteur Watson? Ah oui, je pense bien. Mais vous ne pouvez pas rester ici, messieurs, sans un mandat. Bien sûr, je le sais. Arrêtez-les, tous les deux. À vous, ça suffit, je sais ce que j'ai à faire. Quant à vous, messieurs, je vous en prie, sortez d'ici. D'accord. D'accord, brigadier. 1 minute plus tard, nous étions dans la rue. Je regrette, monsieur Holmes, mais c'est la loi. Je sais, brigadier, vous ne pouviez pas agir autrement. Je suis sûr qu'il y avait de bonnes raisons pour que vous soyez allé chez ces gens-là. Si je peux vous rendre un petit service. Il s'agit d'une femme qui a disparu et nous croyons que vivante ou morte, elle est dans cette maison. J'attends un mandat d'1 minute à l'autre. Bon. Alors je vais surveiller les lieux, monsieur Holmes. Et si quoi que ce soit me paraît louche, je vous fais prévenir tout de suite. Il n'était que 9 heures, et immédiatement Sherlock Holmes m'entraîna à l'hospice de Brixton. Là, on nous confirma que 2 personnes charitables étaient venues quelques jours plus tôt réclamer une vieille femme idiote qui aurait été leur ancienne domestique. Elles avaient obtenu la permission de l'emmener, et la nouvelle de sa mort n'étonna personne. Puis nous nous rendîmes chez le médecin, qui nous certifia que le décès n'avait rien de suspect. Enfin, à Scotland Yard, on nous promit le mandat pour le lendemain matin à 8 heures, ce retard étant dû à l'absence du juge qui devait signer. Et nous rentrâmes à notre appartement de Baker Street, moi fatigué et Sherlock Holmes de très mauvaise humeur. Cette pipe est une horreur. Vous ne vous couchez pas? Non. Je crois que je vais bien dormir. Pas moi. Pourquoi? Vous croyez que j'ai lieu d'être fier?
Je me suis fait flanquer à la porte comme un collégien, et demain matin, avec leur diable de mandat, je me demande s'il ne sera pas trop tard. Lady Frances est là-bas, dans la maison, j'en suis sûr. Mais Dieu sait dans quel état. Ah, Watson, je pressens que quelque chose se passe. Et je n'y peux rien. Et je sais, moi, qu'il y a un détail, un indice, qui devrait me faire tout comprendre. Mais quoi? Hein? Quoi? Je laissai mon ami à ses méditations furibondes et j'allais me coucher. Le lendemain matin, il tambourinait à ma porte. Watson, à quelle heure l'enterrement? À 8 heures, n'est-ce pas? Il est 7h15, venez vite, vite. C'est pour Lady Frances une question de vie ou de mort. Si nous arrivons trop tard, je ne me le pardonnerai jamais. Et 10 minutes plus tard, complètement ahuri, je me laissai hisser dans un cab. Le cocher eut beau fouetter son cheval, il était 8h moins 25 quand nous passâmes devant Big Ben, et 8h sonnaient quand nous descendîmes devant la maison mortuaire. C'est à ce moment-là que le cercueil apparut sur le seuil, porté par 4 hommes. Sherlock Holmes se précipita en hurlant. « Arrêtez! Arrêtez! Rentrez ce cercueil immédiatement dans la maison! » Oh, qu'est-ce que vous voulez encore, vous? Vous avez un mandat? Il sera ici dans 5 minutes. Et je vous jure que ce cercueil restera dans la maison jusqu'à l'arrivée de Scotland Yard. La voix de Sherlock Holmes était empreinte d'une telle autorité que les croque-morts déposèrent le cercueil sur les dalles de l'entrée. Alors il sortit de sa poche 2 tournevis. Prenez celui-ci, Watson, et ôtons ce couvercle. Les autres, sidérés, nous regardaient faire, mais le maître de maison, lui, avait disparu. 5 minutes plus tard, nous arrachions le couvercle du cercueil, et aussitôt de l'intérieur s'échappa une violente odeur de chloroforme. Un corps était étendu, la tête dans des bandes de coton imbibées de narcotiques. En un clin d'œil, Sherlock Holmes les arracha et dévoila le visage figé d'une très belle femme, âgée de moins de 40 ans. Lady Frances. Mon ami passa un bras sous le buste afin de le redresser et de le maintenir dans la position assise. Watson, est-ce qu'elle vit encore? J'espère que nous n'arrivons pas trop tard. Après une demi-heure de respiration artificielle et plusieurs injections d'éther, une légère buée sur un miroir et un frémissement de paupières nous avertirent enfin que la vie revenait lentement. Elle était sauvée. Ah, voici l'estrade avec son mandat. Malheureusement, les oiseaux sont envolés. Bonjour, Monsieur Green. Je crois que plus tôt nous pourrons emmener Lady Frances, mieux cela vaudra. Quant à la pauvre vieille femme qui est toujours au fond du cercueil, laissons-la partir pour son repos éternel. Et sur le chemin du retour, je ne résistais pas à ma curiosité. Mais enfin, dites-moi, Holmes, comment avez-vous pu deviner? Oh, c'est très simple. Ma nuit a été hantée par l'idée que quelque part, un indice, une phrase, m'avait frappé et que je l'avais négligé. Et puis tout à coup, au petit matin, je me suis souvenu de la remarque de l'entrepreneur de pompes funèbres à Annie Fraser. Excusez-nous, madame, vous allez être livrée d'un moment à l'autre. Étant donné qu'il s'agissait d'un modèle spécial, cela nous a demandé un peu plus de temps. Elle parlait du cercueil, un modèle spécial, donc ayant probablement des mesures sortant de l'ordinaire. Et soudain, je me suis rappelé son extrême profondeur. Pourquoi une bière aussi vaste pour le corps d'une si petite vieille? Cela ne pouvait être que pour laisser de la place à un deuxième corps. 2 corps qui seraient enterrés avec un seul certificat. Et heureusement que nous sommes arrivés à temps. Ah, mon cher Holmes, voilà encore une vie que vous avez sauvée. Prenez-en de la graine, docteur.